Le premier visage des rebelles, c'est celui du commandant Samaya. Au cœur de l'Inde, dans la jungle du Dandakaranya, Samaya nous guide vers le bastion de l'insurrection maoïste. Il nous a fallu 2 ans pour obtenir l'accord exceptionnel de filmer le quotidien de cette guérilla méconnue. Nous sommes dans la zone de guerre. Mes camarades vivent là. Ici, on a notre propre gouvernement. Après des heures de marche, les maoïstes installent un campement pour la nuit. Leurs fusils d'assaut restent toujours à portée de main, car leur ennemi n'est pas des moindres, c'est l'Inde. À leurs yeux, la démocratie indienne est un échec. Corrompue, inégalitaire, à la solde des grands intérêts. Et seule la révolution pourrait réinventer une société plus juste. Un espoir que d'autres maoïstes, en Chine ou au Cambodge, ont également porté avant qu'ils ne tournent au désastre. La guérilla maoïste est l'une des plus secrètes et des plus anciennes au monde. Elle remonte à 1967, quand les paysans du village de Naxalbari se sont soulevés contre les propriétaires terriens. Depuis, les rebelles sont surnommés les Naxalites. Leur cause, la défense des plus démunis et des paysans sans terre. Ces dernières années, leur insurrection s'est propagée dans les campagnes oubliées, conséquence d'un développement économique sauvage. Un tiers des États de l'Inde est affecté, un corridor rouge ne cesse de s'étendre du nord à l'est, au point d'inquiéter sérieusement New Delhi. Le naxalisme est le plus grand défi pour la sécurité intérieure de notre pays. Pour en finir, les autorités ont lancé l'an dernier l'opération Chasse verte, qui déploie 70 000 policiers et paramilitaires. Loin des regards, se joue une guerre qui ne dit pas son nom. Depuis leur forêt, les maoïstes lancent des attaques éclairs contre les forces de l'ordre, puis ils disparaissent, aussi vite qu'ils ont frappé. En avril dernier, au Chhattisgarh, 76 paramilitaires ont été pris en embuscade et tués par les rebelles. Énorme revers pour New Delhi. En 10 mois, le conflit a fait plus d'1 millier de morts de part et d'autre, à commencer par les villageois, sommés de prendre parti. Entre jungle et rizière, le conflit prend les allures d'une guerre civile. Un étrange Vietnam revisité au XXIe siècle, un combat sans merci pour le droit à la terre et à l'égalité. Dans la jungle, l'aube s'est levée. Samaya et ses combattants préparent le thé matinal. Dans cette escouade, tous les maoïstes sont des aborigènes. Ils sont originaires de la tribu des Gonds. Ils racontent une même enfance, jalonnée par la misère et l'injustice. Déjà quand j'étais enfant, je pensais rejoindre le mouvement et me battre pour les maoïstes. Tout cela parce que dans mon village, les propriétaires terriens nous terrorisaient. En rejoignant le parti, je savais que je pourrais les empêcher de nuire aux villageois. C'est pour cela que je me suis engagé dans le parti il y a 7 ou 8 ans. Mon nom est Samaya. Je suis un commandant de platoon. Mon travail ici, c'est de participer à la routine quotidienne du mouvement. Partager les joies des gens fait partie de mon travail de commandant. Par contre, quand on reçoit une information concernant l'avancée de l'ennemi, il faut aller se battre. Alors j'y vais et je me bats contre l'ennemi. La marche reprend. Nous devons rejoindre un poste de commandement maoïste. Des heures entières à progresser dans une forêt dense, humide, hostile. Les attaques d'ours et les morsures de serpents ne sont pas rares.
mais les rebelles avancent avec assurance dans ce labyrinthe végétal. Ils en connaissent tous les secrets et disposent dans chaque village d'un comité local qui vient leur livrer des informations. Les combattants échappent ainsi aux patrouilles de police et ils ne s'attardent jamais au même endroit. Avec leurs sacs et leurs fusils, soit plus de 20 kilos, ils peuvent marcher 5 ou 6 heures d'une traite, de jour ou de nuit. Au milieu de nulle part, surgit un vaste campement maoïste où s'active une 60aine de rebelles. Ici, nous sommes dans le Dantewada, une région que les maoïstes appellent leur zone libérée. Les escouades se saluent par le rituel du Lal Salam, le salut rouge. Ces hommes et ces femmes sont donc ceux qui font trembler l'Inde et embarrassent ses rêves de grande puissance. Ils sont très jeunes, entre 18 et 24 ans. Dans le campement, nous sommes surpris par le nombre de femmes. Une armée de gamins venus de tribus millénaires. Leurs pères portent encore des arcs et des flèches. Eux ont choisi la Kalachnikov et l'étoile rouge. Ce sac-là, c'est toute ma maison. Lungi, médicaments, encore des médicaments. À 20 ans à peine, Sushila possède un fusil d'assaut et une grenade. Le sourire timide de cette femme tribale cache une combattante aguerrie. Tout comme la jolie Karuna, dont la douceur va de pair avec la violence. Je m'appelle Karuna. J'ai rejoint le parti en 2005. J'ai 22 ans. Je suis déployée sur la zone de Chatgaon. Je me bats pour notre peuple. Je n'ai pas peur de mourir. Nos ennemis sont les capitalistes, les impérialistes et les grands financiers. La police est du côté de ses ennemis, alors nous combattons les policiers et nous les tuons. J'ai participé à plusieurs attaques et à des embuscades contre les forces de police. À Barkana, Tawetola, Moginir, Padenveda, à Lahiri, on a traqué 17 policiers. Ils couraient et nous, on les chassait. On les a attrapés, on les a tués. Moi-même, j'ai participé au meurtre de ces policiers. Voici donc l'armée de libération du peuple. Elle comprendrait 20 000 combattants bien entraînés qui peuvent s'appuyer sur plus de 100 000 villageois miliciens. Pour s'équiper, les rebelles attaquent par surprise les postes de police et dérobent leurs armes, une technique dans laquelle ils sont passés maîtres. Manoj, l'instructeur, termine la séance d'entraînement. On s'entraîne tous les jours. Tout le monde doit suivre l'entraînement, sauf en cas de maladie. Le seul moyen d'en être exempté, c'est quand on est en patrouille dans les villages. Les exercices physiques nous aident à rester en bonne santé et nous rendent forts. Cela nous aide aussi à travailler notre endurance, parce que nous marchons beaucoup. L'après-midi, les rebelles se détendent. Eux qui ne sont jamais allés à l'école, ils apprennent à lire et s'instruisent. Ils obtiennent ici ce que l'Inde leur a refusé, l'éducation. Lénine, Marx, Mao Tse-tung, Staline, ils sont les leaders de notre mouvement. Nous suivons leurs règles et leur idéologie. L'embrigadement idéologique, c'est la contrepartie de l'éducation des rebelles. Les plus jeunes répètent souvent, comme des automates, des bribes de la doctrine maoïste, avec un but ultime, la révolution. C'est l'heure de la toilette. Manoj s'aventure à nager dans la rivière.
la preuve qu'ils se sentent en sécurité. Dans ce bastion maoïste, les forces de police et les paramilitaires osent rarement sortir de leur camp. Et si un informateur du gouvernement s'aventurait par ici, il aurait la gorge tranchée. Chacun cuisine tour à tour et, après le dîner, tout le monde lave son assiette. Chez les maoïstes, l'égalité est sans faille. Dans une Inde hiérarchisée par les castes, cette fraternité séduit les jeunes recrues. Elle leur donne le courage de quitter leur famille. Mais c'est un choix sans retour. Le commandant Samaya confie ainsi qu'il aime écrire à ses parents et qu'il pense souvent à eux, mais qu'il est d'abord un soldat au service du peuple. Samaya, Karuna, Sushila ou Manoj, tous connaissent le prix de la guerre et les dangers qui guettent. Ils ont déjà perdu plusieurs camarades, morts sous leurs yeux au combat. Des vies sacrifiées qu'ils célèbrent en martyrs. Le matin, après avoir mis hors de nuire un visiteur impromptu, les rebelles rassemblent les villageois des environs. Ces habitants de la jungle sont aborigènes, paysans et extrêmement pauvres, soit 80 millions d'individus à l'échelle du pays. À l'unisson, ils dénoncent le gouvernement indien. Pour les plus pauvres, la liberté n'existe pas. Le gouvernement ne fait rien pour nous. Les instituteurs ne viennent à l'école qu'une fois par an ici. Aujourd'hui, notre vie est vraiment devenue très difficile. Nous, les pauvres, nous n'arrivons pas à nourrir nos familles. Ici, il n'y a rien, pas même un hôpital. Les aborigènes ont recours à leur médecine traditionnelle, mais elle ne suffit pas toujours face au paludisme et aux fièvres. C'est donc Manoj qui soigne une femme malade. Les maoïstes organisent un spectacle pour les villageois. C'est la mission des brigades culturelles qui comptent 10 000 membres dans la région. Car la guérilla, ce n'est pas qu'une armée, mais des organisations dédiées à la politique, l'agriculture, l'éducation ou la justice. Les brigades culturelles sillonnent ainsi les villages pour diffuser la propagande du parti et apprennent aux paysans le droit de revendiquer la terre. Depuis quelques années, il y a eu de grands changements dans l'attitude des villageois. À présent, quand on arrive dans les villages en tant que brigade culturelle, les gens se rassemblent. Ils viennent tous et ils nous écoutent avec beaucoup d'attention. Alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Et parfois, certains se mettent même à chanter sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Ils chantent des chansons qui leur viennent du cœur. Inlassablement, les brigades culturelles dénoncent le pillage des forêts, les réquisitions de terres et les populations déplacées. Premier accusé, les puissantes compagnies minières. Les géants industriels ont été attirés en masse par la richesse des sols du Chhattisgarh. Un véritable Eldorado. Ici, c'est une multinationale suisse, Holcim. Non loin, Lafarge, le groupe français. Mais aussi des Indiens comme Essar, Tata ou Jindal. Sudha Bharadwaj, avocate et militante des droits de l'homme, nous rencontre au tribunal. Elle se bat contre les méfaits de ses compagnies. Des riches et des gens pauvres. Cela résume le Chhattisgarh. Aujourd'hui, nous observons un gigantesque pillage des ressources. Les ressources minières, mais aussi une saisie sans précédent des terres.
Récemment, l'opération chasse verte qui a été lancée dans ces régions tribales amène à une militarisation à travers tout l'État du Chhattisgarh, même dans les zones qui ne sont absolument pas maoïstes. L'État a même armé des civils en créant des milices anti-maoïstes dès 2005. Des milliers d'entre eux vivent dans des camps hérissés de barbelés, avec leurs familles, par peur de représailles maoïstes. Certains ont été intégrés à la police régulière et sont envoyés en première ligne lors des patrouilles. Si vous qualifiez de hors-la-loi ou de rebelle quelqu'un qui vit dans la forêt et non pas dans le camp, et si vous pensez qu'il est parfaitement légitime de déclarer la guerre contre cette personne, alors une telle situation aura des conséquences humanitaires catastrophiques. Hors de leur baraquement, les policiers sont nerveux. Ils ne différencient pas toujours les villageois des maoïstes et sont accusés de nombreuses exactions contre les civils. Meurtres, viols, exécutions. À la frontière de l'Andhra Pradesh, nous rencontrons Subham. Il a fui son village de Gupa, où 7 aborigènes ont été tués. Dans mon village, les gens ont été tués. Ce sont les policiers miliciens qui ont assassiné les villageois. Ils attrapaient les gens et ils les tuaient, sans aucune raison. Moi-même, je serais mort si j'étais resté là-bas. Alors je me suis enfui et je suis venu ici. Comme lui, ils sont des milliers d'aborigènes à avoir fui la région, à tel point que certains observateurs se demandent si l'offensive du gouvernement n'aurait pas un but caché, évincer les habitants pour laisser le champ libre aux compagnies minières. Marginalisés et menacés, les aborigènes en viennent à rejoindre la jungle des maoïstes, les seuls à défendre leur cause. Dans le camp du commandant Samaya, les rebelles attendent le flash des informations en hindi. La radio est leur seul lien avec cette Inde urbaine qu'ils n'ont jamais visitée mais qu'ils combattent. Les nouvelles sont mauvaises. Les espoirs d'une trêve se réduisent. New Delhi n'engagera pas de pourparlers avec ceux qu'elle appelle les terroristes. Soudain, il faut évacuer le camp. Un émissaire maoïste a apporté un message donnant l'ordre de quitter les lieux. Nous n'en saurons pas plus. Les escouades se pressent pour emballer le matériel. Les rebelles entament leur chant d'adieu, avec conviction, malgré les fausses notes. Lal salam, lal salam, lal salam, jaane wale saathiyon ko lal salam, peer milenge saathi jang maidan mein, peer milenge. Alors que nous quittons le camp, Samaya part en patrouille pour protéger les positions et sécuriser notre avancée. Bientôt, le rideau de la jungle se referme sur les combattants. Il y a 2 rivières juste là. J'ai envoyé 2 éclaireurs. Ils ne diront rien, mais ils vont envoyer un signal. Ne courez pas, avancez doucement. Et vous traversez tous ensemble. Avancez en même temps. Il faut progresser avec prudence. On avance, on regarde, on avance, on regarde. Soyez aux aguets. Il faut avancer en se protégeant derrière les arbres. Comme ça. Dans la jungle, l'agilité des combattants est un avantage. En lançant une vaste offensive paramilitaire, le gouvernement indien comptait bien reprendre la main. Mais pour l'heure, les insurgés continuent à gagner du terrain avec une détermination de fer. Pourquoi aurais-je peur? On ne doit pas avoir peur de la mort. Moi, je ne suis pas payé pour ce que je fais, ce n'est pas mon métier. Alors je n'ai pas peur, je n'ai rien à perdre. Nous pouvons donner notre vie à tout moment. C'est ce qui est dans nos cœurs et dans nos esprits.
Nous sommes prêts à nous battre, nous sommes prêts à mourir. Ce soir-là, nous faisons halte chez un paysan. Les maoïstes réquisitionnent sa ferme. Selon leurs principes, le peuple doit entretenir gratuitement son armée. Et visiblement, les rebelles sont très à l'aise. C'est notre dernier repas avec eux. Comme à l'accoutumée, les milices ont collecté de la nourriture chez les villageois. Samaya et ses hommes sont persuadés de détenir la vérité. Ils remettent rarement en cause leur réalité. Endoctrinés, prêts à mourir à tout instant, ils se projettent peu dans l'avenir. Mais leur combat tend vers un projet à la fois naïf et grandiose. Samaya nous livre son idée de la société idéale. Nous unissons les gens pour changer la société, pour nous débarrasser de ce gouvernement corrompu et d'un système qui exploite le peuple. J'apprends aussi à mon peuple comment cultiver, comment récolter le riz, comment se nourrir, comment vivre. Ensuite, après la Révolution, tout sera partagé équitablement pour tout le monde. Chacun aura à manger, un toit pour vivre et les mêmes opportunités de travail. C'est ce que dit le parti. Et les gens seront égaux et ils auront tous de quoi manger. Lal salam, lal salam, lal salam. D'une guerre acharnée et des grands discours politiques, le commandant ne retient qu'une exigence élémentaire, le droit de manger à sa faim. Un rêve de fraternité et de partage, porté par une colère sourde et violente. Samaya et les siens, ce sont les naufragés des promesses que l'Inde moderne n'a pas tenues. रहने वाले साथियों को लाल सलाम, जाने वाले साथियों को लाल